me revois comme hier, mais tout bésio, assis sur le cagnard de veiller. C'était mon plaisir de Kenyo. En demi ça, je revois toute la famille. Des genoux rôtis, des fesses gelées, devant la bûche qui fumait pétille, sous la marmite où tu es logé. Sous le cul de la marmite pleine de suie, je vois manœuvrer un bataillon de 1000 petites étoiles, pleines de vie, pendant que tu chantes, petit guercillon. Là, plus près de moi, sur sa chaise basse, c'est ma grand-mère. Ces 4 aiguilles qui s'intercroisent dans ses mains lasses font les chaussettes de la famille. À quoi donc ça, ces petites lunettes qui dansent sur tout le fin bout de son nez puisqu'elle regarde par-dessus? C'est peut-être à seule fin de ne point les user. Comme elle aime ça, v'là qu'elle tisonne et remet la bûche en position. Je revois ma grand-mère qui fargonne pendant que tu chantes, petit guerzillon. Là auprès de moi, c'est ma maman, ben fatiguée, qui courbe le dos, qui essaie de reprendre à tout moment sa rhabillerie ou son tricot. Les jours, c'est long pour une paysanne, surtout nantie, d'une bonne marmoille. Au bête au champ comme ça dépanne, y a pas à dire. Faut bien qu'elle y aille. Et comment plus de ça, en guise de repos, faut qu'elle raterce à la maison. Ça m'étonne plus que pique des pots pendant que tu chantes, petit guerzillon. Notre père, c'était moins habituel de le voir assis au coin du feu. Il bat les comptes de la mutuelle sur sa grande table, l'air vrai sérieux. Ou ben, si on manquait de peigner, je vois mon père tailler les pléions ou ben le châtaignier. Je vois ses coupiaux faire des bellevettes dans le feu qui s'émouvent d'un seul coup. Je vois mon père forcer ses arçons en les forçant contre son genou pendant que tu chantes, petit guerzillon. Le feu, il forge plus. Mais je crée l'entendre fouler la neige, comme dit grand-mère qui recouvre les braises avec la cendre. Faut du feu de main. Dans la cafetière, j'ose lire du grog, puis c'est la nuit. Dans le noir, je revois nos Noëls si chauds. Ils sont si piates, les ceuses de la nuit, à côté de nos Noëls de Kenyo. Notre monde, c'est plus être heureux, puis qu'il n'y a plus de fiamme dans nos maisons. Ben quoi? V'là court tout cafardeux. Reprends ta musique, petit guerzillon. Le petit guerzillon, c'est le grillon qu'on entendait bien après que la veillée familiale soit terminée et qui me rappelle ma famille. C'est toute ma famille que vous avez vue là. Voilà, le petit guerzillon qui est le grillon et qui veut dire aussi guerziller en patois, grésiller. Parce que la musique du grillon, c'est un grésillement. Quand Noël approche en nos villages, les grous installent les étalages tout le long du bourg. Faut que ça sache, ben loin à la ronde, si pouvaissement, pour amener le monde, battre le tambour. Elle fait moins de bruit près de sa pratique, la petite boutique. C'est vrai qu'elle ne fait point grande toilette. Blottie, entre le marchand de côtelettes et le charcutier, elle est là comme écrabouillée, comme une vieille femme, recroquevillée sur son chauffe-pied, à la pièce de la domestique, la petite boutique. Quand sa vieille sonnette d'ordine, oh, pour peu de choses, une boîte de sardines, 2, 3 hameçons. Au bout d'un moment, voilà que ça mène des fonds, une sorte de phénomène sur ses chaussons. C'est la vieille patronne asthmatique de la petite boutique. Il y a son 14 qui la travaille. Elle vous sert quand même, vaille que vaille, tout en geignant. Elle vous regarde par-dessus ses lunettes pour voir si vous n'êtes point un de ces feignants qui lui foutrait ben un coup de trick dans sa boutique. Mais pour Noël, elle a mis une crèche, un petit Jésus sur sa page fraîche,
un bourricot, un bœuf, des anges, la Vierge qui regarde et Saint-Joseph qui monte la garde près de ses bocaux. Et les cognots, sacrés moustiques, collés au cario comme des tiques, environnent d'un ronron de cantique la petite boutique. Émile Joulin m'avait demandé de dire cette petite boutique en souvenir de ma grand-mère Céline, qui était épicière au bourg de Mur, où je suis née il y a 79 ans, où mon père est né et où je tiens mon accent de patois de tous mes compagnons du village. Rimio, qu'est-ce que c'est que le rimio? C'est tout simplement un poème en patois rimé. Voilà, et ça, c'est spécifique à l'Anjou. Absolument, absolument. Et il est à connotation paysanne et rurale pour une raison évidente, c'est qu'au début du siècle, 80% de la population angevine était paysanne, rurale, c'était les artisans, c'était les paysans, qui n'avaient pas le moyen de s'exprimer autrement. Et moi, je dis que le meilleur exemple, qu'avant d'être instruits, ils étaient cultivés, parce que qu'est-ce que c'est que la culture? Pour moi, c'est un vécu exprimé pour être transmis. Ils se transmettaient leur expérience à travers les dictons qui annonçaient les saisons, avec une méthode mnémotechnique qu'ils avaient déjà inventée. C'était court et c'était rimé. Si neige en février, ça vaut le meilleur fumier. S'il tonne en avril, prépare ton baril. Le conte, c'est la culture orale et c'est essentiellement une culture paysanne parce qu'on n'en avait pas d'autre. L'Anjou, c'est un pays de vin, donc c'est un pays gai. Et les contes angevins sont bourrés de gaieté, de malice, de rappel justement de ce vin d'Anjou qui met le cœur en fête. L'Anjou, bon oui, c'est le vin. Alors il y a la Loire, bien sûr, mais le vin est bien plus fort que la Loire. Et la guerre de Vendée, ah oui, parce que là, vous avez des contes qui passent par tout un peuple. Or, un conte, c'est un peuple qui parle. Des Mauges aux Segréens, du Saumurois aux Bourgeois, il y a des contes dans toutes les parties de notre province. Le conteur, chez nous, était un sédentaire et qui exprimait son vécu à lui avec une particularité propre au rimio et au patois angevin qui fait que le paysan se fatiguait pas, il ne trouvait pas le mot qui lui était utile, il le fabriquait. Et comme on ne produit pas les mêmes choses dans toutes les vallées en Anjou, il y a un fond commun à toute la Loire, mais il y a des spécificités, il y a des termes qui sont propres aux Baugeois et encore à certaines parties du Baugeois qui n'ont rien à voir dans le Layon. Un exemple, tout seul. Quand vous dites le lendemain de l'assemblée de Saint-Lambert-du-Lattay que le gars Léon, il était rentré dans la nuit et qu'il en avait une bonne portoirée, tout le monde comprend dans le Layon, parce que la portoire, c'est la comporte du vendangeur, tout le monde veut dire qu'il est rentré très chargé. Et dans le Baugeois, pays de sapin, pays de résine, une portoirée, il ne savait pas ce que c'était. Par contre, quand il disait ton feu, quand il disait de quelqu'un, as-tu fini de rousiner? Dans le Layon, on ne savait pas ce que ça voulait dire, mais dans le Baugeois,
on s'éclairait avec des brandons trempés dans de la résine, et la résine qui brûle, elle éclaire bien moins qu'elle ne fait de fumée, mais échointe toujours, et rousiner, dans le Baugeois, ça voulait dire bavarder pour ne rien dire. En général, on grillait des châtaignes l'hiver au feu de bois. Et on mangeait les châtaignes en buvant le vin nouveau, qui a un nom en patois, la vernache. Il y avait aussi un esprit d'économie. On se regroupait pour faire le feu. Les jeunes dansaient. Les vieux chantaient, où il y avait un violonneux dans le coin qui jouait du violon. Par exemple, mon papa qui était instituteur, eh bien, quand il était jeune instituteur avant la guerre de 14, il allait animer des bals dans les veillées paysannes. Mais il y avait toujours des vieux qui contaient des histoires. Toujours. Et je crois que dans toutes les provinces françaises, la mémoire orale tourne autour du conte. Parce que la mémoire, c'était les anciens. Et les anciens, on les imagine toujours au coin de la cheminée, sur leurs chaises basses, racontant les histoires d'antan à leurs petits-enfants. On est les derniers des Mohicans, nous on essaie de la fixer comme on peut par l'écrit, le disque, la cassette. Il faut, mais la culture c'est un vécu exprimé pour être transmis, le vécu change, la manière d'expression change, ça va changer. Il y aura toujours, moi je suis têtu, il y aura toujours un vécu à exprimer pour le transmettre. La mémoire, un pays qui ne sait plus d'où il vient, il ne peut pas savoir où il va. Hein? Ta cassette du dimanche? Tu vas quand même pas repartir court, non? Alors après-midi, c'est l'enterrement Julien hier. C'était le marché demain, c'est gars Emile qui viennent jouer aux cartes, mais je vais faire mon boulot quand même. Alors quand c'est pas le nettoyage et la lessive, faire la soupe, le repassage, rhabiller, nettoyer dans le jardin. Ah, si j'étais point là. Je ne sais pas ce que tu deviendrais, t'es mon pauvre bonhomme. Ta cassette du dimanche, elle est dans le bas de l'armoire. 30 ans qu'elle est dans le bas de l'armoire, sa cassette, il la trouve point. Alors quand c'est pas sa cassette, c'est ses chaussettes, sa culotte. Allez, sacrés bonhommes, ils sont bien tout pareils. Si on n'était pas là, nous les bonnes femmes, je ne sais pas ce qu'ils deviendraient. Les bonhommes, tiens, c'est zéro les bonhommes. Des gens comme Cosnet à penser, vont créer une nouvelle manière d'expression et de transmission. Et ce qui me réjouit le plus, c'est que c'est dans la vérité, parce que Cosnet, c'est un paysan à 1000%. Et il parle de sa vie de paysan. Et il a un succès fou, il monte sur les planches à Paris. Moi, je dis que la transmission de la mémoire va continuer, mais elle va changer. C'est toujours un message que je veux faire passer. Moi, je suis un messager. Alors, j'ai plein de choses à dire dans le cœur, et j'essaie de les dire le plus profondément possible, donc à la manière du conte. Même quand je parle à la cathédrale, eh bien, je termine toujours par une poésie ou par un conte. Et les gens, ils dorment, le reste, ils se réveillent là. Le conte, c'est pour moi très authentique. Ça me rappelle cette histoire que j'ai eue chez un ouvrier plombier, c'était rue Toussaint. M'a raconté l'histoire extraordinaire. Il était en train de lire son journal au temps de Noël. Pendant qu'il lisait, il entend une goutte d'eau qui tombe sur la crèche du petit qui était dans le coin de la pièce. Il se lève, furieux. Ah, qui me dit, c'est encore les Noirs qui sont au-dessus. Je grimpe, je m'arrête pas dans l'escalier à l'endroit où il y a des marches pourries. Je frappe. 2 Noirs, des yeux tout blancs. Je suis celui du dessous.
Il y a des gouttes d'eau qui pissent sur la crèche du petit. Il me montre la douche, plein de saloperies. Je nettoie, je brasse, j'arrange. Je dis, il n'y a pas un petit café? Moi, je paie le pouce café en dessous. 3 jours après, c'était plus proche de la Noël. Voilà que j'étais en train de lire mon journal, goutte d'eau, sur la crèche du petit. Je remonte furieux. Ils me disent, toujours gentils, venez donc voir. Je vais voir, j'arrange, je brasse. Je dis, écoutez, venez donc en dessous, faut qu'on mange ensemble un jour. Ah, ils n'ont pas compris, là se comprend bien, c'était noir. Alors, c'était juste avant la Noël. J'étais en train de lire mon journal le soir. Ça frappe à ma porte. Je vais ouvrir. Bleu noir. Grand manteau bleu avec des étoiles dessus. Et puis un grand gâteau. Et avec un sourire, ils me disent, c'est pour la Noël. Alors du coup, je réveille ma femme, je réveille le gamin. On va chercher la crèche qui était dans le coin. Je la mets sur la table. Le petit, il arrive tout ébouriffé. Il n'en croit pas ses yeux. On a mangé un gâteau, on a bu. Ils ont chanté, les Noirs. J'ai rien compris, mais on a bien compris que la Noël, pour tous les peuples, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs ou qu'ils soient plombiers, oh, c'était beau. Vous voyez, depuis, à chaque fois qu'à la Noël, je prends mon journal, j'écoute toujours, parce qu'on ne sait jamais. Il n'était que 2 ce soir-là. Mais je suis sûr qu'un jour, rue Toussaint, il y aura un 3e roi noir qui viendra frapper à ma porte. Voici la Noël, le temps d'éveiller. Voici la Noël. Au XXe siècle, le conte, ça a une très grande importance pour montrer que l'homme d'aujourd'hui est comme l'homme d'hier, dans sa souffrance, dans son amour, dans sa joie. Car sans cela, chaque être humain croit qu'il n'y a que lui qui a vécu cela. Or, il ne peut trouver de solution à sa question, à cet événement qui arrive, que dans la mesure où il a entendu une réponse à cette sorte d'événement. Le conte donne des réponses à des événements tout simples. Et pour notre monde, qui n'a plus de solidarité entre les gens, plus de tradition, c'est très important. Le grand Émile Joulin peut s'enorgueillir d'avoir écrit à la fin de la guerre, et ça a été un de ses premiers poèmes, Onze causes, qui disait « Faut-il pas bien mieux se comprendre, même si on n'a point le même nom, ça sera-t-il pas mieux, je vous demande, le jour où que les hommes s'entendront, où tous ensemble, ils crieront, servons partout la même cause, sans mitrailleuse ni canon, onze causes. »